Rochester, État de New York, NN, et pas le type de ville que on imagine associé à un tueur Hathaway. Enfant. Industriel, structuré, tranquille, une communauté de classe moyenne où les rues sont bordées de maisons familiales, de parcs, d'églises et de centres communautaires. C'est une ville où les enfants vont seuls à l'école, où les voisins se connaissent par leur prénom, où les familles verrouillent rarement leurs portes avant la nuit. Mais en novembre 1971, cette tranquillité se fissure. Une fillette de 10 ans, Carmen Colomb, disparaît après avoir quitté la pharmacie de son quartier. Elle court pour rentrer à la maison, selon les témoins, comme si quelque chose ou quelqu'un la poursuivait. Moins de 48 heures plus tard, son corps nu est retrouvé sur une route du comté de Monroe. Le choc est immédiat. La police peine d'abord à établir une chronologie claire. Certains automobilistes affirment avoir vu la fillette tenter de sortir d'une voiture en mouvement. D'autres disent qu'un homme l'a forcée à l'intérieur. Rien n'est cohérent, rien n'est clair. Et pourtant, un détail trouble les enquêteurs. Carmen Colomb. C.C. 2 initiales identiques. On ne lui donne pas encore d'importance. Beaucoup de familles hispaniques portent des prénoms et noms qui commencent par la même lettre. Mais ce détail restera en suspens, comme une ombre. 1 an plus tard, en avril 1973, une autre fillette disparaît. Wanda Walkovich, 11 ans. Elle rentre d'une épicerie portant un sac de provisions pour sa mère. Elle ne reviendra jamais à la maison. Son corps est découvert le lendemain dans une zone rurale, étranglé, les vêtements en désordre. Et cette fois, un détail glacial saute aux yeux. Wanda Walkovich, W. 2 initiales identiques. Puis seulement 7 mois plus tard, une 3e fille disparaît. Michelle Maenza, 10 ans. Même profil, jeune, vulnérable, dernière vue seule, puis retrouvée dans un fossé, victime de sévices et d'une violence extrême. Son nom, lui aussi, suit le motif. Monsieur M. 3 victimes, 3 fillettes, 3 initiales doublées. 3 trajets similaires, enlevés vallés près de la maison, retrouvés à des kilomètres, près d'axes routiers. Rochester sombre dans la terreur. Les écoles instaurent des escortes de sécurité. Les parents interdisent les déplacements seuls. Les journaux parlent du alphabet killer. Mais quelque chose dérange les enquêteurs. Les similitudes existent, mais aussi des différences importantes. Et c'est dans cette ambiguïté que naîtra la question obsédante. Y avait-il un motif réel ou seulement une illusion? Pour comprendre les meurtres de l'alphabet, il faut d'abord comprendre les victimes. Elles ne sont pas des symboles ou des initiales. Elles sont des enfants, chacune avec son histoire, sa personnalité, ses rêves. Carmen Colomb, C.C. 10 ans, petite, vive, bavarde, appartenant à une famille portoricaine. Elle était décrite comme indépendante mais fragile, parfois anxieuse. Le jour de sa disparition, elle court littéralement pour échapper à quelque chose. C'est le seul cas où des témoins pensent avoir vu l'enlèvement en direct. Wanda Walkovich, tu le dois de lever. 11 ans, timide, polie, responsable. Elle faisait régulièrement les courses pour sa mère malade. Elle n'avait pas l'habitude de parler à des inconnus. Son enlèvement est silencieux, propre, sans témoin crédible. Michelle Maenza, Monsieur M, 10 ans. Extrêmement sociable, attachante, la benjamine d'une famille nombreuse. Elle disparaît en plein jour, près de l'école. Des témoins affirment avoir vu une voiture blanche. Mais les descriptions divergent. 3 fillettes, issues de milieux différents. 3 quartiers différents. 3 circonstances légèrement différentes. Et pourtant, toutes ont été étranglées, toutes ont été déplacées, toutes ont été abandonnées dans des zones rurales hors de Rochester, toutes ont subi une forme d'agression sexuelle ou de brutalité physique. Et surtout, leurs initiales doublées ont créé la légende. Mais la police se méfie. Statistiquement, les initiales identiques ne sont pas si rares. Et les 3 lettres, C, W, M, ne sont pas la même. Alors, motif réel ou simple hasard? Ce sera l'une des nombreuses zones d'ombre. Dès la 2e disparition, une task force spéciale est créée. Plus d'100 d'enquêteurs, patrouilles étendues, portes à porte.
On interroge chauffeurs routiers, travailleurs d'usine, enseignants, voisins, criminels sexuels enregistrés. Mais 3 obstacles majeurs paralysent l'enquête. 1. Description contradictoire. Pour Carmen, un homme hispanique, un homme blanc, cheveux noirs, moustache, les témoignages se défont comme du sable. Pour Wanda, aucun témoin fiable. Pour Michel, une voiture blanche, mais des dizaines d'habitants en possèdent. 2. Les preuves médico-légales limitées. À l'époque, pas d'ADN exploitable, seulement fibres, cheveux, traces de pneus, une analyse limitée. Des fibres oranges sont retrouvées sur l'une des victimes. Des fibres animales d'un chat ou d'un chien sur une autre. Certains cheveux semblent correspondre à un homme d'origine caucasienne. Mais aucun suspect ne correspond complètement au tableau. 3. Un profilage incertain. Le FBI élabore le portrait d'un prédateur organisé. Homme blanc, 25-35 ans, emploi lui permettant de circuler, connaît bien les routes rurales, capable de contrôler des enfants physiquement. Probablement un prédateur d'opportunité, peut-être souffrant d'un trouble compulsif lié à un motif symbolique, les initiales. Mais le problème est que Rochester, en 1973, regorge de candidats potentiels. Chauffeurs-livreurs, employés d'usine, travailleurs de nuit, militaires, chauffeurs de bus. Plusieurs suspects sérieux émergeront au fil des décennies, mais jamais une preuve décisive. L'histoire des meurtres de l'alphabet est tentée par des suspects, certains plausibles, d'autres terrifiants, aucun jamais condamné. Voici les plus marquants. 1. Un membre de la famille, Colon, soupçonné un temps, avait des antécédents de violence, mais aucun lien physique avec le meurtre. Relâché. 2. Kenneth Bianchi, le Hillside Strangler, installé brièvement près de Rochester. Historique de manipulation, d'enlèvement, d'étranglement, mais les dates ne coïncident pas parfaitement, et surtout, aucune preuve matérielle. 3. Un chauffeur de camion anonyme. Plusieurs témoins affirment avoir vu des véhicules utilitaires sur les lieux. Certains chauffeurs interrogés avouent avoir interagi avec des enfants, mais rien de criminel. L'hypothèse demeure, un tueur itinérant, difficile à tracer. 4. Les prédateurs d'opportunités. Rochester, dans les années 70, est une ville industrielle, avec un nombre significatif de travailleurs masculins solitaires. Des hommes sans attache, souvent en décalage social, parfois instables. Plusieurs suspects potentiels ont avoué des crimes similaires, mais jamais ceux-ci. Pourquoi aucun suspect n'a-t-il été arrêté? Parce que l'affaire souffre de plusieurs malédictions. Les scènes de crimes extérieurs détruisent les preuves. Les victimes sont découvertes tard. Les témoins sont enfants, confus ou absents. Les suspects nient. Les familles sont désespérées mais divisées. Et surtout, le tueur, si tueur unique il y a, était extrêmement prudent. Les Alphabet Murders doivent leur nom à une coïncidence glaçante. Carmen Colon, Wanda Walkovich, Michel Maenza, CWM. Les corps retrouvés dans des villes dont l'initiale correspond également. Churchville, Webster, Manchester. Pour les médias, un motif évident. Pour les familles, un monstre qui choisit ses victimes par initiale. Pour les policiers, une possibilité à considérer, mais pas une preuve. Les arguments pour un motif réel. 3 cas sont trop nombreux pour être ignorés. 2 initiales identiques, pour prénom et nom. Statistiquement plus rares. Abandon dans des localités correspondantes. Possible signature psychologique. Les arguments contre une zone culturellement hispanique. Beaucoup de noms en C. Rochester possède plusieurs noms en V et M. Les 3 crimes ont des différences importantes dans le modus operandi. Le motif pourrait être construit par l'opinion publique après coup. Le FBI finit par classer le motif comme psychologiquement plausible, mais criminologiquement non démontré. Et c'est là que naît l'ambiguïté. Le tueur, ou les tueurs, a-t-il joué avec les initiales? Ou la ville, traumatisée, a-t-elle vu un motif dans un hasard macabre? La réponse n'existe toujours pas. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, les meurtres de l'alphabet restent l'une des affaires les plus mystérieuses des États-Unis. Les familles n'ont jamais obtenu justice.
Les suspects sont morts, introuvables ou effacés par le temps. Les preuves sont limitées. Les reconstitutions sont imparfaites. Les archives manquent de cohérence. Mais ce qui demeure, c'est quelque chose de plus profond. Une ville qui a perdu son innocence, Rochester, n'a plus jamais été la même. Les enfants n'ont plus été laissés seuls. Les parents ont vécu avec un nœud permanent dans la gorge. Un débat criminologique majeur. Un motif apparent suffit-il pour conclure à un seul tueur? Ou peut-il être une illusion statistique? Un avertissement universel? Les enfants vulnérables, pauvres, isolés, sans surveillance systématique, sont toujours les premiers à tomber dans l'angle mort d'une société. Le tueur ou les tueurs des meurtres de L alphabet a peut-être emporté son secret dans la tombe, mais une vérité subsiste. Ce ne sont pas les initiales qui ont tué ces enfants. C'est un prédateur que personne n'a su arrêter, et un système qui n'a pas su les protéger.